Les années 60 aux États-Unis ont vu grandir des symboles du mouvement hippie. Beaucoup de jeunes s'opposant aux idées de leurs parents, s'opposant à la guerre et promulguant l'amour et la paix. Holly Maddox faisait partie de ce mouvement, souhaitant être libre de ses pensées et vivre sa vie pleinement. Mais certains prenant l'amour et la paix cachent en eux une part beaucoup plus sombre. Et c'est justement ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Holly Maddox est née le 26 mai 1947 et grandit à Tyler, au Texas, avec ses frères et sœurs et ses parents Fred et Liz Maddox. Son enfance se déroule bien, étant en plus très proche de ses frères et sœurs dont elle est l'aînée. Au lycée, elle est ce qu'on pourrait qualifier d'adolescente populaire, elle est cheerleader, intelligente, belle et gracieuse, attire les regards, mais Holly reste quelqu'un de terre à terre sans prétention. Le problème qui se pose durant cette période, c'est qu'elle ne se sent pas totalement à sa place et en accord avec la mentalité texane et celle de sa famille. Elle a grandi dans un environnement très conservateur et ne s'identifie plus à ça. Holly a besoin de partir de la région, de découvrir d'autres modes de pensée, de se sentir plus libre. Alors en 1965, elle part faire ses études à Philadelphie, à l'université Bryn Mawr. Et cette ville, c'est comme une révélation pour elle, avec en plus le mouvement hippie qui bat son plein et dans lequel elle se reconnaît enfin. Elle partage certains de leurs idéaux comme l'opposition à la guerre, la liberté spirituelle, et tout cet univers représente finalement l'opposé de l'idéologie dans laquelle elle a été élevée. Elle continue ses études, fait plusieurs rencontres et continue de s'instruire, de s'imprégner des pensées de l'époque. Et ce jusqu'en 1972 où elle fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie, lorsqu'elle fait la connaissance d'Ira Enhoron qui vient l'aborder dans un café. Ira n'est pas un inconnu pour les habitants de Philadelphie, connu comme étant un activiste et écologiste important de l'époque. Ira a grandi à Philadelphie et il a obtenu son diplôme universitaire là-bas avant d'être invité pour des conférences à Harvard. Il se dit profondément contre la guerre, se désigne comme un leader de la culture de la ville et n'a pas hésité à même se présenter pour les élections municipales. Il a aussi été un des porte-parole durant la première édition de Earth Day en 1970. Et il a également trouvé son propre surnom, la licorne, qui tient de la traduction de son nom de famille en allemand. Entre lui et Holly, c'est une connexion qui se crée, et les deux se fréquentent et décident de s'installer ensemble. La jeune femme réussit au niveau scolaire, terminant ainsi ses études universitaires, mais sa relation, elle, connaît des hauts et des bas. Le couple a de fréquentes disputes et pendant leurs 5 années de relation, ils se séparent à plusieurs reprises. Mais durant l'été 77, Holly prend une décision ferme. Elle quitte définitivement Ira et elle part s'installer à New York afin de couper court à cette vie à deux. Le changement lui fait du bien et elle décide de prendre du repos en rejoignant une amie du couple, Joyce Paycheck. Joyce, par ses moyens financiers, a la chance de vivre sur la côte de Long Island dans une belle propriété où elle reçoit plusieurs amis pendant l'été. Et durant l'une de ces soirées à laquelle Holly est conviée, elle fait la connaissance d'un nouvel homme et elle semble heureuse de sa nouvelle situation. Pourtant, quelques semaines plus tard, Holly se volatilise sans donner de nouvelles. Les personnes qui constatent son absence en premier sont les membres de sa famille dont elle est très proche, comme dit précédemment. Au cours des semaines, ils ne reçoivent aucun appel de sa part, pas de lettres et rien non plus quand vient la célébration des anniversaires. Liz, sa mère, prend alors la décision de la rechercher et contacte Ira, même si elle n'apprécie pas le fait que sa fille le fréquente. L'homme au bout du fil lui annonce qu'Holly l'a quitté, elle serait partie faire des courses et ne serait jamais rentrée, puis se serait mise en couple avec un homme de New York. Mais Liz sent que quelque chose ne va pas et elle décide de contacter la police de Philadelphie pour signaler sa disparition. Malheureusement, sa disparition n'est pas prise au sérieux. Holly est jeune, avec un esprit libre et aimant voyager. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais les parents restent convaincus que ce n'est pas le comportement habituel de leur fille. Il a dû lui arriver quelque chose. Et comprenant qu'ils ne peuvent pas compter sur l'aide de la police, ils font appel à 2 anciens agents du FBI, Bob Stevens et J.R. Peace, afin qu'ils les aident dans leur recherche. Les détectives se mettent rapidement au travail et se rendent en premier à l'appartement d'Ira pour le questionner. Face à eux, il répond la même chose concernant le départ d'Holly, mais il ajoute qu'il suspecte qu'elle ait rejoint une communauté en Inde. Sans plus d'informations, les enquêteurs prennent la route et se rendent à New York où ils font la connaissance d'une amie de la jeune femme,
Jenny Berman, à qui elle louait un appartement. Celle-ci est assez remontée contre son amie car elle n'a aucune nouvelle d'elle, qu'elle ne paye pas le loyer et que ses affaires sont présentes dans le logement. Elle leur indique que durant l'été, Holly passait du temps avec la femme dont je vous ai parlé précédemment, Joyce. En parlant à cette femme, les anciens agents découvrent le nom de la dernière relation d'Holly, l'homme qu'elle a rencontré, Saul Lapidus. Cet homme est tout le contraire d'Ira. Il a des moyens financiers, il est propre sur lui et il est loin de toutes les idées révolutionnaires de son ex-compagnon. En l'interrogeant, les détectives découvrent que peu de temps avant sa disparition, Holly a passé la soirée sur son bateau. Et justement, durant cette soirée, Saul se rappelle qu'elle a reçu un appel d'Ira, qui l'a mise en colère. Celui-ci ne supportait pas de savoir qu'elle voyait un autre homme et il la menaçait de jeter toutes les affaires qu'elle avait laissées dans l'appartement. Après avoir accroché, Holly a expliqué à Saul qu'elle allait se rendre à Philadelphie pour récupérer les affaires et définitivement passer à autre chose. C'est après cette décision qu'elle s'est volatilisée. Les enquêteurs se retrouvent avec 3 pistes à explorer. Holly est partie s'installer en Inde, elle est allée voir Ira, quelque chose s'est mal passé, ou encore Saul ment et il l'a fait disparaître. Mais cette dernière piste est rapidement écartée après qu'il soit passé au détecteur de mensonges et qu'il ait réussi le test. Il décide alors de retourner à Philadelphie et d'interroger le voisinage. Et ça paye. Un habitant vivant en dessous de l'appartement que partageait le couple se rappelle les avoir entendus se disputer violemment et aussi d'un gros bruit d'impact sur le sol. Mais encore plus étrange, il se souvient que quelques mois après cet événement, il a commencé à sentir une mauvaise odeur et une sorte de liquide foncé passer à travers les cloisons. Le 28 mars 1979, soit 19 mois après la disparition de la jeune femme, la police, découvrant ces informations, obtient un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement d'Ira. Les enquêteurs pénètrent dans le logement et ils se mettent à le fouiller lorsqu'ils découvrent une porte de placard verrouillée à l'aide d'un cadenas. Ira, qui est présent lors de la fouille, rétorque qu'il n'a plus la clé. Cela n'empêche pas les policiers de casser le cadenas et ainsi de découvrir le contenu du placard. Il y a des tonnes de cartons empilés et entassés à l'intérieur qu'il faut retirer un à un. Et au bout d'un moment, sous tout ce bazar, se trouve une grosse malle. Cela intrigue rapidement les policiers qui ouvrent alors cette malle afin de découvrir son contenu. À l'intérieur, il y a plein de papiers journaux. Et un des policiers remarque que la date marquée est celle de septembre 77, période durant laquelle Holly a disparu. Ils enlèvent les journaux, l'un après l'autre, quand soudain, ils tombent sur une main. Tout le monde s'arrête et le policier déclare « On dirait qu'on a trouvé Holly ». Ce à quoi Ira répond « Vous avez trouvé ce que vous avez trouvé ». La malle est récupérée et elle est envoyée à la scientifique et Ira, lui, est conduit au poste de police. Le médecin légiste est en mesure de confirmer qu'il s'agit bien du corps d'Holly Maddox et que la cause de la mort est due à un coup violent à la tête, probablement causé par un objet. Entre-temps, les policiers découvrent des journaux intimes dans l'appartement d'Ira et le contenu donne une idée sur sa relation avec Holly. On comprend alors qu'Holly était victime de violences conjugales pendant de nombreuses années et qu'elle avait en plus réussi à fuir son bourreau, mais ne le supportant pas, il l'a tuée. Suite à l'arrestation d'Ira pour le meurtre d'Holly, la population est sous le choc. Personne ne soupçonnait cet homme d'être capable de faire ça. Mais il y a toujours beaucoup de personnes qui croient en son innocence et qui n'hésitent pas à plaider en sa faveur et à dire quel homme formidable il est lors de la demande de caution. Oui, parce que celle-ci n'avait pas été accordée vu qu'il est accusé de meurtre avec préméditation. Ces personnes sont influentes dans la société. Certaines font partie des grosses fortunes et cela a un impact. Ira obtient gain de cause et une caution de 40 000 $ est fixée. Sauf que, il faut savoir qu'il suffit qu'il paye 10% de celle-ci pour pouvoir sortir. Et grâce à l'aide d'une amie fortunée, ces 10% sont payés et Ira est libre en attendant son procès. Dès sa sortie, il n'hésite pas à aller parler à la presse pour crier son innocence et il déclare que tout ceci est un complot du FBI et de la CIA qui veulent le faire tomber. Ils l'ont piégé, ce sont eux qui ont tué Holly et qui ont placé son corps dans le placard pour lui faire porter le chapeau. Alors dit comme ça, cette version ne tient pas vraiment la route et pourtant, Ira arrive à convaincre certaines personnes et il continue de garder l'aide de ses amis influents.
En 1981 arrive l'audience préliminaire servant à déterminer la date du procès. Mais quelqu'un manque à l'appel, l'accusé. Il ne se présente pas au tribunal et les forces de l'ordre découvrent qu'il s'est enfui. Le FBI entre alors en scène, sachant qu'il sera compliqué de mettre la main sur celui que la presse surnomme le Unicorn Killer, ou en français la licorne tueuse, dû à ses contacts dans le monde et du soutien financier dont il dispose. Mais après quelques mois, se présente une première piste. Celle-ci vient d'un Irlandais présent aux États-Unis et qui décide de parler aux autorités. Il leur raconte qu'il y a un Américain dont il a fait la rencontre à Dublin et qui apparemment serait recherché pour meurtre. Son nom est Ira Einhorn. Les policiers lui présentent une photo de l'homme et celui-ci le reconnaît. Il s'agit bien de leur accusé. Bien sûr, les autorités contactent celle d'Irlande, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre l'Irlande et les États-Unis. De ce fait, ils ne peuvent rien faire. Ira apprend de son côté que les forces de l'ordre l'ont localisé et dès lors, il ne cessera jamais d'avoir un coup d'avance sur eux, bougeant régulièrement en Europe. Sans l'accusé présent, aucun procès n'est possible et ce jusqu'au début des années 90 où une nouvelle loi fait son entrée à Philadelphie. Cette loi permet de faire des procès in absentia, donc sans que l'accusé ne soit présent, mais seulement s'il est démontré que celui-ci a volontairement fui pour ne pas faire face à son jugement, ce qui est clairement le cas dans cette affaire. C'est en 93 que le procès s'ouvre en présence des frères et sœurs Dolly, ses deux parents ayant perdu la vie quelques années plus tôt. Ça se déroule comme un procès normal, avec un jury, des preuves présentées, la seule différence est la non-présence de l'accusé. Et à la fin de celui-ci, Ira est déclaré coupable de meurtre avec préméditation et il est condamné à la prison à perpétuité. Cette procédure fait en sorte que si l'homme est ramené aux États-Unis, il ira directement en prison, effectuer sa peine sans passer par un procès. Et puis les années passent encore, des années à tenter de le localiser, à le ramener aux États-Unis, sans succès. Puis en 97, les autorités prennent contact avec une ancienne amie d'Ira, Barbara Bronfman, faisant partie de la riche famille canadienne des Bronfman et vivant à Montréal. C'est justement cette amie qui avait payé les 10% de la caution d'Ira, l'ayant permis d'être libre. Celle-ci leur explique qu'elle le soutenait à l'époque, elle le pensait innocent jusqu'à ce qu'elle lise un livre parlant de l'affaire et que dès lors, elle a compris qu'il était un meurtrier. Elle accepte d'aider les policiers et elle leur révèle qu'il est désormais marié à une riche héritière suédoise nommée Annika Flodin. Les enquêteurs ne perdent pas une minute et ils contactent la police suédoise qui se met à sa recherche. Annika n'est plus présente en Suède, mais par contre, elle a récemment fait une demande de permis de conduire et a demandé à ce que celui-ci soit livré en France, dans la commune de Champagne-Mouton. C'est la meilleure piste qu'ils obtiennent depuis l'Irlande et les policiers savent qu'ils ont enfin des chances de localiser celui surnommé la licorne. Les autorités françaises sont prévenues et une surveillance du logement d'Annika est mise en place. Il y a bien un homme, se faisant appeler Eugène Malon, qui vit là-bas aussi et les photos prises par la police permettent de confirmer qu'il est en réalité Ira. L'avantage avec la France en comparaison de l'Irlande, c'est qu'il y a un accord d'extradition établi entre les deux pays. Les policiers acceptent donc de se rendre chez Annika et procèdent à l'arrestation de son mari. Mais le processus d'extradition n'est pas quelque chose de rapide et demande des mesures avant. Ira passe devant 3 magistrats qui prennent une décision désastreuse pour les États-Unis. Ils estiment que son extradition serait contre ses droits étant donné qu'il a été jugé et condamné sans même être présent. L'extradition est refusée et ce malgré la tentative de 35 membres du Congrès américain demandant directement au président Jacques Chirac d'intervenir. Mais ces procédures ne relèvent pas de son autorité. Et c'est un coup dur pour les autorités américaines et pour la famille Dolly. Mais sa famille ne veut pas se laisser faire. Elle veut la justice pour la jeune femme et elle va se battre pour ça. Elle saisit la justice américaine et elle demande la modification concernant les procès in absentia. Sa requête est entendue et la loi Einhorn est créée. Cette loi indique qu'en cas de procès in absentia, l'accusé peut demander un autre procès en sa présence s'il le désire. Découvrant cette nouvelle loi et avec en plus la présence de la famille sur le territoire, la France accepte la requête et le Premier ministre Lionel Jospin demande à ce que l'extradition d'Ira soit faite. L'homme tente d'y échapper en faisant appel à la Cour européenne pendant 3 ans, mais ça ne marche pas, la décision est maintenue. Alors en juillet 2001, les policiers viennent le récupérer à son domicile avec difficulté, car Ira tente de se mutiler la gorge pour ne pas partir.
Mais après plusieurs soins, il est placé dans un avion et il s'envole pour Philadelphie. Suite à son souhait, il obtient un nouveau procès à son arrivée. L'accusé a toujours la même position, il est innocent et tout ceci est un coup du gouvernement. Mais personne ne semble croire à sa version et en octobre 2002, il est à nouveau déclaré coupable de meurtre avec préméditation et il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Il reste en détention pendant 18 ans avant de perdre la vie à cause de problèmes cardiaques le 3 avril 2020. Holly avait énormément de choses à vivre et souhaitait vivre sa propre vie hors des idées conservatrices. Elle a vu en Ira un homme partageant ses idéaux, intelligent, militant, mais derrière cette façade d'un homme qui prenait l'amour et la paix se cachait un visage plus sombre. Un homme violent, n'hésitant pas à faire du mal à sa compagne et allant jusqu'à lui voler sa vie, ne supportant pas qu'elle continue sans lui. Et même lorsqu'il doit faire face à ses actes, cet homme, se proclamant leader, fait preuve de lâcheté. Concernant les accords d'extradition, je serais curieuse de connaître vos avis. J'ai déjà parlé d'un cas similaire avec l'affaire Aurea Vasquez qui avait fui en Europe pour échapper à la justice américaine, donc c'est quelque chose qui peut se produire. Je me demandais donc ce que vous pensiez de ces accords. Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils soient mis en place? Et est-ce qu'il serait nécessaire que tous les pays acceptent de procéder à l'extradition ou cela va-t-il à l'encontre des droits humains? Dans cette affaire, on peut se sentir frustré à l'idée qu'on laisse un meurtrier libre pendant des années et que la justice soit impuissante face à sa fuite. Mais dans d'autres cas, est-ce que ça ne peut pas entraîner des erreurs aussi? Je pense par exemple aux réfugiés politiques, des personnes accusées à tort et cherchant de l'aide ailleurs. Bref, je me questionne à ce sujet et j'aimerais savoir ce que vous en pensez et ce qu'il faudrait mettre en place ou non d'après vous. C'est tout pour cette affaire. Si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo pour me soutenir également et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Avant de vous laisser, je tiens à vous remercier car on a passé le cap des 50 000 abonnés et juste un grand merci pour être fidèle chaque semaine et de me permettre de continuer. J'espère que cela durera dans le temps et je tiens à vous remercier avec un bonus qui vous avait plu pour les 10 000 et 20 000 je crois, enfin abonnés. Et c'est bien sûr le making of des vidéos, en espérant que ça puisse aussi vous permettre de mieux comprendre l'envers du décor et les aléas lorsqu'on se filme. Je vous laisse avec le bêtisier et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Pardon. J'arrive jamais ce mot. Immunité. Koh-Lanta. On dit tacos bell ou taco bell? Peut-être vérifier. Bon, bah c'était taco. J'ai dit tacos, faut que je refasse. Non, c'est pas grave. Dans la joie et dans la bonne humeur. Toujours. Puis une Rolex. I hate you. It's a joke, right? J'ai trop chaud. Le quatrième point, Doug n'était plus à l'intérieur de la maison. Alexa. Alexa, stop. La technologie. Comment ruiner une vidéo? Qu'après... Qui c'est qui doit tout refilmer? Dans lequel la chaîne like... Oh, j'ai dit like. Non, pourquoi de l'anglais encore? À qui il doit vendre de l'herbe ce jour? Ce jour, est-ce que ça se dit? Vendre de l'herbe ce jour. Ce jour-là? On va dire ce jour-là plutôt. Hein. Mais elle ne rentrera pas chez elle. Des jours comme ça où ça veut pas. Hein. C'est d'un rapide que si... Non. La rupture était due au fait... due au fait... Non. Due au fait, pas du tout au fait, Megan. Après la fermeture du centre commercial, ce que ça ferme... Ça ferme. Non mais sérieux, c'est la fatigue. Ça merde, ça ferme. Oh, c'est un carnage. C'est une sublime brume et Félix... Brume? Brune, pas brume. So the thing disconnects, so I don't know. Is still filming?
Oh, it stopped. So Yeah, it would be okay. Ooh, you know, you change everything there. Thank you. It's just like you eat and... N'a jamais abandonné. Et qui sait 26,3 000... Bon. How you say it? K-E-N-N-E-T-H. Kenneth. 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 Yeah. Kenneth. 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 You have to push more air. The. The. Kenneth. Kenneth. Yeah, Kenneth. What? I look dumb? No, I look dumb. Kenneth. Yeah, it's good. I will Kenneth. just say Kenneth. Kenneth. I abandon the Kenneth. I Kenneth. can't. Kenneth. One Kenneth. day we'll be Kenneth. able. Kenneth, right? Kenneth. Yeah. Perfect, thank you. Kenneth. De ne dire à personne où ils se trouveront ce week-end-là. J'ai perdu ma voix. Wow. L'investigatrice. L'instigatrice. Ah, je l'ai dit encore. Investigatrice. Pourquoi? 2 fois. Pas là, mais bref. Les détectives. Une information importante non. Devant la porte de la salle de bain. Denise reste à l'hôpital. Ah, wow. Ouf, on recommence.